Alors, dans la nomenclature, en 2012, cette sous-famille a été définie ainsi. Sa mission est de contribuer à la maîtrise des risques assurantiels de l'entreprise en acceptant ou non de couvrir un risque spécifique ne relevant pas de la compétence des gestionnaires de contrat et en déterminant les conditions de sa couverture. Donc la formulation est assez intéressante parce qu'elle traduit en 2012, c'est une définition en creux. On voit bien, ne relevant pas de la compétence des gestionnaires des contrats. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme-là? Ça sera l'intérêt de la table ronde, peut-être de préciser ce point. C'est vrai que dans notre compréhension, je veux dire, la souscription des risques non standards, ça renvoie quand même à un métier de souscription où il y a une part, je dirais, une grande part discrétionnaire, d'appréciation, d'évaluation, de pesée, etc., qui contraste avec une souscription plus standardisée, où la part quand même de liberté a été restreinte parce que les produits ont été standardisés ou parce que des procédures automatiques sont intervenues. Alors, on comptait au 31/12/2017 4106 souscripteurs de risques non standards, avec 59% de femmes, 40% d'hommes. C'est quasiment la proportion que l'on trouve dans la branche au niveau global des effectifs. Un âge moyen de 43,2, très proche des 42,7 de la branche également. Une ancienneté de 14,6 contre 14,4. Et c'est le critère des cadres avec un taux d'encadrement là qui est sensiblement supérieur à l'assurance, puisqu'on a un total de cadres de 73%. Et là également, c'est quelque chose qui distingue cette sous-famille des autres sous-familles de la gestion des contrats, où ce poids des cadres est beaucoup plus faible. Si on regarde l'évolution après une poussée des effectifs en 2013, on est grosso modo dans des eaux relativement étales, avec des petites baisses et des petites montées, mais c'est quand même plutôt la stabilité. Un taux de recrutement de 9,7%, proche de la moyenne de branche, encore une fois. Et donc un recrutement qui, bon an mal an, se situe aux environs de 390-400 collaborateurs chaque année. Voilà un peu sur ces quelques éléments statistiques pour situer la sous-famille. Merci Michel. Je vous ai présenté finalement très rapidement par nom, prénom et puis votre intitulé de fonction. Ce qu'on voit déjà au travers de la présentation que Michel vient nous faire, c'est que le métier de souscripteur grand risque ou internationaux ou risque non standard était finalement un métier multifacette avec une pluralité de profils importante. Ce serait peut-être intéressant justement, parce que là on a une belle complémentarité à cette table ronde, que vous nous précisiez davantage finalement quel est votre métier, votre quotidien, où est-ce que vous vous situez, où est votre zone d'expertise. En gardant peut-être Vanessa pour la fin, elle nous expliquera pourquoi après. Franck ou Romain, au choix. Alors, je veux bien commencer, mais Franck, tu reprendras la parole juste après, t'inquiète pas. Alors, déjà, bonjour à tous. Merci effectivement Norbert pour cette rapide introduction. Je vais me présenter rapidement. Donc, j'occupe la fonction de délégué régional souscription chez MMA, qui fait partie du groupe Covea. Je suis responsable donc de la souscription entreprise et professionnelle en IRD, à la fois donc pour tout type d'entreprises de différentes tailles, des petites entreprises jusqu'aux entreprises ayant des expositions à l'international. Et je travaille avec deux réseaux de distribution, le réseau agents généraux MMA et le réseau courtage. Voilà. Donc le spectre des entreprises, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur lequel nous intervenons est extrêmement large, de la petite entreprise à la grande entreprise. Globalement, mon équipe est essentiellement constituée d'inspecteurs commerciaux et de souscripteurs. Alors, d'une part, côté souscription, la souscription dite standard. Donc là, on est effectivement souscription standard forfaitaire. On est plutôt sur le marché du professionnel avec des souscripteurs qui interviennent dès lors que les intermédiaires, c'est-à-dire les courtiers ou les agents, perdent leur délégation par rapport aux produits MMA.
Alors que la souscription sur mesure, là, on est vraiment sur des offres personnalisées, non standards par définition, qui sont adaptées exactement aux besoins du client. Et on retrouve ici des grandes familles effectivement de souscriptions, comme le dommage aux biens, les responsabilités civiles ou la construction, par exemple. Merci. Franck, directeur de clientèle, mais souscripteur également, mais dans un tout autre domaine. Oui, alors bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est très différent. Enfin, moi, je fais quelque chose de très différent de Romain. MSH, filiale à 100% de CSI Saint-Honoré. Je pense qu'on est un petit peu connu sur le monde du courtage. Et MSH est la branche internationale du groupe. Donc en fait, MSH est dédié à 100% à des couvertures, frais de santé, prévoyance, assistance pour des clients. Alors, différemment également de Romain, on n'est pas une entreprise d'assurance, hein, donc ça ne ressemble pas du tout à la même chose. On est sur 2 types de risques principaux qui sont les individuels, donc les frais de santé à l'international, parce qu'on est là-dessus, nous, uniquement, pour les individuels. Donc, vous décidez de partir faire le tour du monde et vous cherchez une couverture. Aux États-Unis, c'est tout de suite mieux de prendre une couverture d'assurance, je vous le recommande. Sauf si vous voulez être votre propre assureur, mais c'est un prix. Voilà. Et également les entreprises. Alors, nous, on est un petit peu connus parce qu'on s'occupe principalement, mais pas uniquement, du CAC 40, des entreprises du CAC 40, mais également des ETI, des TPE, des petites entreprises où il y a des start-up, enfin start-up entreprises où il peut y avoir 4 salariés et 2 salariés partent à l'international, à l'expatriation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre core business sur la partie MSH. Donc une souscription très particulière, pour enchaîner sur ce que disait Romain, un risque du particulier avec finalement quelque chose de très standard, très standardisé, ce qu'on peut appeler chez nous un presse-bouton, mais qui n'est pas pour nous, comment dire, disqualifiant, mais au contraire, permettant de proposer des solutions très rapides, très simples, très fonctionnelles pour des individuels qui veulent partir à l'international. Première étape. Deuxième étape, le monde dans l'entreprise et de ses couvertures de risque, qui sont soit des couvertures de type standard pour des entreprises qui finalement n'ont pas de besoins spécifiques, qui sont des couvertures assez classiques, ou bien une couverture plus individualisée, qui ne ressemble en rien à une couverture standard et qui est du sur-mesure, qui est tarifé, qui est réfléchi, qui est pensé avec le client, où effectivement l'assureur est très présent à nos côtés, parce que moi je suis fondamentalement un courtier, donc je défends mon client. Et effectivement, je me bats ou pas, ça dépend. Les relations peuvent être simples parfois avec les assureurs. Je pense que tu es d'accord avec moi, Norbert, là-dessus. Pas toujours. Il y en a même qui t'invitent des fois, d'ailleurs. C'est vrai, ça arrive. Donc voilà, voilà les types de risques, en tout cas les différents types de couverture qu'on peut proposer. Merci. Et puis, alors, Vanessa, si je dis chasseuse de tête, on a le droit ? On a le droit, oui, tout à fait. Mais on avait une dresseuse de chiffres juste avant chez nous, en interne, data scientist. Donc, merci beaucoup Norbert pour être là cet après-midi et à toute l'équipe de l'OMA. En fait, alors moi, mon métier, il est simple. Hein, je fais, comme l'a dit Norbert, de la chasse de tête dans l'assurance depuis 15 ans, avec une équipe, et notamment Sarah qui est là. Donc j'ai une vision à 300, plus peut-être à 360 degrés du secteur de l'assurance. Je le vois côté courtier, côté compagnie qui sont mes clients, et aussi l'autre côté, si on prend les grands risques d'entreprise, risk manager, direction des risques, direction des assurances, ou dans l'assurance collective, DRH. Quand j'ai commencé dans ce métier il y a 15 ans, on m'a dit tu vas voir, le métier de souscripteur, c'est le couteau suisse de l'assurance. Je me suis dit, c'est quoi cette bête ? J'ai commencé à creuser parce que le métier est intéressant, et je me suis aperçue qu'il y avait, on va dire, une communauté de compétences chez les souscripteurs, on va dire tout marché, tout réseau de distribution. Il y a un ADN technique, déjà, dans le métier. Cet ADN technique, je dirais qu'il est à la fois, c'est la technicité assurantielle qu'il faut maîtriser, qui est importante. On est dans des marchés qui sont des marchés soft. Il faut quand même maîtriser le futur retournement du marché. Il faut maîtriser aussi les techniques de ses clients. Si vous souscrivez des machines tournantes, si vous faites de la RC, l'exploitant nucléaire, il faut regarder ce qui se passe chez les clients. Il y a des compétences aussi juridiques,
parce que dans souscripteur, il y a écrire, donc écrire les contrats. Il y a des compétences, on va dire, ou un ADN réglementaire, parce que le marché change à une telle vitesse qu'aujourd'hui, par exemple, l'assurance collective, il faut être au goût du jour tous les mois, quasiment, je dirais. Et ensuite, un appétit pour faire du commerce, quand même, parce que c'est de la négociation technico-commerciale. Voilà. Oui, merci. Je reviens finalement sur, Michel l'a présenté tout à l'heure, sur la définition qui a été donnée à ce métier dans le cadre de la rénovation de notre nomenclature. Je la rappelle, c'était, donc on définit les souscripteurs comme leur mission étant de contribuer à la maîtrise des risques assurantiels de l'entreprise en acceptant ou non de couvrir un risque spécifique ne relevant pas de la compétence des gestionnaires de contrats et en déterminant les conditions de sa couverture. Donc à la fois, vous nous avez confirmé tous les trois quelle était un peu l'étendue, le spectre de vos compétences, mais là on a quand même un peu une définition en creux, quoi. C'est les activités qui ne relèvent pas du gestionnaire de contrat. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Comment est-ce que ça vous fait réagir? Qu'est-ce qui a changé? Parce que c'était un peu la manière, c'est ce qui remontait en 2011-2012 du terrain. Alors effectivement, plusieurs choses. Aujourd'hui, donc, si on regarde la souscription, très clairement, un souscripteur reçoit des études, il analyse, il accepte ou non le risque, c'est la première étape. Ensuite, il propose des solutions adaptées. Donc les solutions, parfois, elles sont relativement simples, parfois, elles prennent plus de temps. Donc les conditions, c'est pas simplement la tarification, hein, parce qu'on dit souvent la souscription, c'est la tarification. Non, c'est beaucoup plus large que ça. C'est bien sûr la tarification, mais c'est également de définir les conditions, les termes et conditions, donc les limites, les garanties, le niveau de franchise, le texte qui peut également varier. Donc je dirais, ce métier-là, quelque part, ne change pas. J'ai peut-être deux commentaires par rapport à ce message-là. Le premier, et c'est une vraie évolution, c'est-à-dire que le souscripteur, quand on lit la définition, on a l'impression, ou on peut avoir l'impression, à tort, qu'il travaille seul. Alors qu'en fait, le souscripteur, dans les compagnies, il est accompagné par des experts, par des préventeurs, qui l'aident justement à analyser le risque. Et parfois même, pour les dossiers les plus complexes, les plus lourds, on travaille aussi avec l'équipe indemnisation, l'équipe gestion, en amont, au moment de l'étude, pour faire en sorte que la vie du contrat se passe au mieux possible. Donc ça, c'est peut-être un petit élément. Le deuxième point qui est aussi, qui me paraît important côté souscription, c'est qu'on a peut-être parfois tendance à penser que la souscription, c'est uniquement la souscription d'affaires nouvelles, alors qu'en fait, le souscripteur se projette, et c'est notamment vrai pour les grands comptes, aussi dans la durée avec ses clients. C'est-à-dire que le souscripteur suit ses affaires dans la durée. Alors je vais revenir juste après sur la question par rapport le lien avec la gestion, mais globalement, il ne faut pas oublier que la souscription, pour moi, j'y suis très attaché, c'est un acte de confiance. La souscription d'un contrat, c'est un acte de confiance, c'est un assuré qui fait confiance à une compagnie d'assurance. Mais au-delà de ça, c'est aussi un acte de confiance entre une personne chez un intermédiaire qui fait confiance à un souscripteur ou une souscriptrice dans une compagnie d'assurance. Il y a une relation intuitive personnelle qui est forte. Et quand on accorde sa confiance à un souscripteur, quelque part, le souscripteur est aussi redevable de la manière dont le contrat va se passer par la suite. Le souscripteur est également responsable pour savoir si ce qu'il a souscrit correspond à ce qu'il attendait, en termes de qualité de risque, en termes de résultats aussi. Donc effectivement, il y a un suivi dans le temps. Maintenant, la frontière avec la gestion, c'est un élément effectivement qui n'est pas aussi clair que ça. D'ailleurs, on le voit bien, j'ai travaillé dans une autre compagnie d'assurance, l'organisation entre la souscription et la gestion n'est pas similaire dans toutes les compagnies d'assurance. D'ailleurs, on voit apparaître des postes d'assistants de souscription, par exemple, qui font un peu la passerelle entre les deux. Alors bien sûr, chez MMA comme ailleurs, on a des rôles qui sont clairement définis entre les uns et les autres, mais même dans cette nomenclature ou dans ces procédures, on incite les uns les autres à travailler de plus en plus ensemble, en tout cas à échanger, partager les informations. Donc on est vraiment à une période où les silos, parce qu'on parlait tout à l'heure de silos, sont en train de tomber. En tout cas, on fait en sorte de favoriser l'échange plus important entre la gestion et la souscription. Et aujourd'hui, on est plutôt dans un accompagnement client
pendant toute la vie du contrat avec le binôme souscripteur-gestionnaire qui travaillent ensemble. Et à des moments clés comme le renouvellement, par exemple, effectivement, ils travaillent main dans la main. Oui, Franck, tu complètes ? Oui, alors c'est assez différent finalement. Nous, on ne travaille pas tout à fait de la même manière. Pourquoi ? Parce que nous, en fait, les gestionnaires nous font remonter tous les dysfonctionnements du contrat, c'est-à-dire des garanties qui peuvent ne pas fonctionner sur les frais de santé dans un pays spécifique, sur un hôpital spécifique, je pense au Beijing Hospital qui se trouve à Beijing, à Pékin, et puis la garantie, je ne sais pas quoi, est un peu juste, et ce sont nos clients qui nous le font remonter. Donc ça, effectivement, c'est une remontée concrète, pratique, métier, pertinente, parce que finalement, le gestionnaire qui a été en lien avec l'assuré, que ce soit collectif ou bien l'individuel, aura fait remonter une couverture un peu limitative, un peu juste quant aux besoins et quant aux coûts réels dans des pays différents. Sur le processus de souscription pure, chez nous, c'est plutôt le client qui l'exprime. Les types de remontées de type gestion se font au cas par cas avec finalement une analyse qui est assez limitative parce qu'elle se situe sur « tiens, on vient de se rendre compte que… » et c'est peut-être un peu insuffisant. Mais le vrai processus de négociation, d'analyse, de pensée, de mise en perspective des garanties et surtout, nous, le cœur du réacteur, c'est vraiment le besoin du client. Et comment est-ce que le besoin du client s'exprime ? Est-ce qu'effectivement il s'exprime de façon positive parce que la couverture qui est proposée lui correspond et finalement on a fait le job ? Ou bien effectivement il y a une difficulté parce qu'on n'arrive pas à caler avec l'entreprise d'assurance qui est notre prestataire, nous, finalement, et qui correspond ou pas aux besoins du client. Et nous, on essaie, parce qu'à mon avis, c'est là aussi le travail du courtier, d'ajuster les choses et de faire en sorte que le client soit satisfait. Donc moi, je verrais plutôt le centrage de cette manière-là. Je suis effectivement d'accord. Ce qu'on constate sur le marché, c'est à partir de cette définition en creux, effectivement, le rôle du souscripteur s'est élargi. Il a une vision de plus en plus globale, on y reviendra avec l'expérience client. Je pense qu'il faut qu'il soit en capacité de piloter la gestion de la relation client de A à Z. Ça veut dire, en amont, pourquoi pas participer à une visite de risque, et en aval, être partie prenante avec l'indemnisateur sinistre. Quel peut être le retour d'expérience sur un sinistre qui s'est bien passé, mal passé, pour X ou Y raison, pour pouvoir adapter au milieu de la chaîne le contrat d'assurance. Donc c'est vraiment essentiel que le souscripteur ait cette vision transversale à 360 degrés sur la vision sur l'ensemble des contrats et qu'il sache aussi ce que font ses petits camarades dans d'autres branches. Si on souscrit du dommage, il faut savoir où on en est sur l'ARC, etc., etc. Ça prend du temps, mais je pense que la vision décilotée, elle est là aussi du métier de souscripteur. Est-ce qu'il y a une orientation ? On parle de l'orientation client depuis déjà un paquet d'années, donc c'est une vraie tarte à la crème. On sent bien qu'à la faveur de la révolution digitale, il y a un renversement du rapport de force entre l'offre et la demande, entre le client, consommateur, assuré, citoyen, et puis celui qui représente la société d'assurance. Est-ce que dans le cas particulier des métiers de la souscription, ça change fondamentalement quelque chose, ou est-ce que depuis le début, courtier ou pas d'ailleurs, depuis le début, on a ce souci du client, de cette position client-centrique ? Je démarre. Alors du coup, moi je pense qu'on ne peut pas faire sans un client, honnêtement. Enfin, moi je suis courtier, donc forcément j'ai une vision orientée client. Et heureusement, parce que c'est eux qui nous font manger, hein, très clairement. C'est grâce à eux qu'on avance. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut faire autrement. C'est-à-dire qu'un client qui n'est pas content de ce que vous leur proposez, moi ça m'est arrivé hein, dans ma carrière, qui commence à être un petit peu plus longue, il vous l'exprime et ça ne se passe pas bien. Il n'y a pas que les assurés qui vous disent cette couverture, elle ne me convient pas. C'est que le compensation benefits, qui sont nos interlocuteurs sur la partie internationale, ou le DRH, quand la structure est plus petite, de type ETI ou TPE, vous disent là, ça ne va pas du tout. Parce que finalement, les salariés à l'international, ce sont quoi ? Non pas une population étame,
entendez-moi bien, hein, j'ai rien contre une population ETAM, mais c'est juste que ça correspond à des business units, les gens sont patrons de ces business units et n'ont pas le temps de gérer en plus des problématiques personnelles. Donc en général, ça monte très vite à la direction générale et ça retombe sur vous en vous expliquant qu'il faut nettoyer là et qu'il faut faire simple, parce que sinon ça ne va pas aller du tout. Donc c'est vrai que la tarte à la crème, tu as raison Norbert, on entend depuis très souvent, mais c'est à la fois très clairement pour moi le cœur du réacteur. Et un souscripteur, même avec l'option digitalisation, qui est finalement notre interrogation de ce jour, alors plus pour la partie individuelle que pour la partie collective. Chez nous, un Areva qui est client chez nous, on parlait de RC nucléaire tout à l'heure, la digitalisation, ils veulent quelqu'un de précis, hein, entre autres. Ils ne veulent pas un process, un blockchain ou je ne sais pas quoi. Ils sont interlocuteurs qu'ils appellent, y compris sur un portable, pour se rendre disponibles. Donc, je pense que ça vise davantage un public de type individuel. Dans le domaine du yard, Romain, c'est un peu la même chose, oui, notamment avec les métiers qui concourent ensemble. On a parlé des préventionnistes, notamment, des préventeurs, etc. Alors, je souscris exactement à ce qui a été dit. C'est clair qu'on ne peut jamais oublier le client. Le client doit être au cœur aussi de la vision d'un assureur. C'est très clair. C'est lui qui nous fait vivre tous. Et il ne faut pas l'oublier, tu as raison. J'ai le sentiment, effectivement, par le passé, les sociétés d'assurance se sont beaucoup industrialisées, ont industrialisé leur processus, ont optimisé leur façon de faire, voilà, pour gagner en efficacité. Le client était présent, mais quelque part, les outils n'étaient pas là, et l'organisation, parfois, pouvait être un frein, justement, aux attentes du client. C'est-à-dire que chacun, individuellement, travaillait bien pour le client, mais les interactions entre les uns et les autres n'étaient peut-être pas toujours au bon niveau. Et c'est vrai que quand on parle aujourd'hui de client-centric, si je fais juste référence à la révolution qui a lieu en ce moment chez nous, hein, chez MMA et chez Covea, on a beaucoup investi récemment, mais encore aujourd'hui, sur le CRM, par exemple. Donc c'est une façon de travailler, c'est des plateformes qui nous permettent d'avoir à tout moment, chacun d'entre nous, une vision précise du client. Du coup, ça oblige les uns et les autres à savoir ce qui se passe effectivement ailleurs, dans d'autres branches, au niveau de l'indemnisation, de la prévention. Donc, ce type d'outil CRM, effectivement, contribue déjà à ne plus fonctionner en silo, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais également à toujours avoir la vision et l'orientation client. Un complément ? Oui, je voudrais juste, parce que effectivement, tu m'y as fait penser, ce qui est, je pense, le plus difficile pour un souscripteur, ou en tout cas ce que je trouve le plus riche, c'est effectivement d'échanger avec ses collègues. Je pense que la vraie richesse de ça, c'est qu'à la fois on a des expériences très différentes et une compréhension du risque, en tout cas des choses, une analyse personnelle, et que ce souffle apporté par des collègues, et en tout cas par une compréhension plurielle, est un vrai enrichissement à la compréhension du risque et du besoin du client. Moi, je le saisis vraiment comme ça. Oui, clairement, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe au sein d'une entreprise. Ça commence à partir de la réponse aux appels d'offres que vous pouvez faire côté client, côté courtier, les deux. Et puis, c'est toute la vie du contrat jusqu'à l'indemnisation et au renouvellement. Il y a un découpage des rôles aussi. Si vous parliez d'assistants souscripteurs, on redécoupe un peu les rôles et les fonctions, l'attribution entre les uns et les autres, avec des métiers nouveaux éventuellement, où on reste sur un schéma qui reste relativement proche de celui qu'on connaît historiquement. Alors je dirais que selon les organisations, il y a effectivement certaines compagnies qui ont plutôt soit des souscripteurs juniors, des souscripteurs seniors et des gestionnaires qui sont dans d'autres équipes. Chez certains, en termes d'organisation, c'est plus mélangé, avec des assistants de souscription. Et c'est aussi le moyen d'embarquer des plus juniors, de leur faire aimer le métier de souscripteur et de les former pendant quelques années jusqu'à ce qu'ils tiennent le stylo, quelque part. Ce qu'attend le client vraiment, encore une fois, et ça m'a fait penser aussi, c'est quelque part, quand il regarde la compagnie, il ne réfléchit pas à savoir quel service va traiter quel sujet. Ce qu'attend le client,
quand il nous regarde, c'est effectivement que les questions qu'il pose, les attentes qu'il a, soient traitées de manière sans couture, c'est-à-dire qu'il y ait le moins d'irritants possible. Et la problématique qui avait été détectée par le passé, c'est qu'effectivement, entre services, on va dire la fluidité n'était peut-être pas suffisamment au rendez-vous et ça pouvait avoir des impacts directement sur le client. Donc le fait de travailler aujourd'hui avec une vision client, effectivement, gomme une partie de ces irritants que peut percevoir le client. Donc très clairement, les organisations changent, les outils, et là pour le coup, le digital nous permet aussi, est un élément qui contribue à casser ces silos. Quand on regarde aussi, qu'on décline cette définition du métier et qu'on la décline en termes d'activité, celle que le groupe de travail a fait ressortir donc il y a quelques années, 6-7 ans, c'était d'une part le recueil et l'identification des besoins des clients, ce que vous avez déjà cité, l'acceptation et la tarification des risques, avec la limite que vous indiquiez que ça n'est pas simplement, entre guillemets, sortir un tarif, même si ce n'est pas simple en soi. Il y avait, on n'en a pas parlé encore jusqu'à présent, la gestion de la réassurance et de la coassurance, donc ce sont des lignes complémentaires et par rapport à des modalités techniques qui sont particulières. Et puis, à la fin, et ça aussi, ça peut être un peu marquant, et on le retrouve d'ailleurs dans de nombreuses fiches, on a le conseil, l'accompagnement et l'aide à la décision. On a l'impression que cette dernière activité est un peu périphérique, alors même que quand on écoute votre discours, on a vraiment le sentiment que non, c'est ça la première ligne de front. Vous y retrouvez là-dedans? Il manque des choses? Vous auriez une réécriture différente? Alors, question très large. Effectivement, il y a plusieurs éléments de réponse. Je vais essayer d'être concis malgré tout. C'est vrai que l'analyse de risque, et je reviens quand même dessus, parce que tu l'as cité, Vanessa, mais je partage complètement, le métier de souscription reste aussi un métier technique. Et il ne faut pas l'oublier, la première étape, c'est l'analyse de risque. Et les risques de nos assurés évoluent, changent, les technologies changent, les équipements, les matériaux changent. Et c'est très important que nos souscripteurs soient en capacité de suivre ces évolutions-là. Il y a des nouvelles activités, c'est un élément important. Donc je pense que quand on dit analyser les contrats, c'est un élément important parce que aujourd'hui, les procédés de fabrication, les technologies évoluent très très vite et la souscription doit effectivement suivre ces évolutions. Ça, c'est le premier point. La tarification, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais effectivement, c'est beaucoup plus large qu'une simple tarification. Ça peut aller plus loin parfois. Et le troisième point, là, pour le coup, je souscris également. Le métier de souscripteur évolue de plus en plus vers un accompagnement du client sur des services. C'est-à-dire ce qu'attend le client, le besoin du client, on revient toujours à la base. C'est bien sûr d'avoir des couvertures d'assurance, mais il a aussi des besoins en service. Et ces besoins changent, évoluent. Donc c'est très important pour les compagnies, mais que les souscripteurs soient leur porte-parole, que les compagnies aient à disposition la capacité d'accompagner ces clients dans des services. Alors parfois la compagnie dispose de ces solutions-là. Je pense à la prévention par exemple, en flotte automobile, dommages aux biens, responsabilité civile. Mais parfois la compagnie n'a pas forcément les ressources en interne et nous pouvons nous-mêmes faire appel à des prestataires. Par exemple, aujourd'hui, pour des clients qui ont des besoins identifiés sur le risque cyber, qui est un risque qui se développe très vite, nous avons un partenaire capable de faire un diagnostic de l'exposition de nos clients. Nous sommes aussi en capacité d'accompagner nos clients sur la mise en place de plans de continuité d'activité. Donc aujourd'hui, on constate bien que ce type de service est vraiment attendu par le client, parce que quand on s'engage avec un client, on ne s'engage pas simplement pour la souscription d'un contrat à un moment donné, on a une vision plus long terme, et effectivement, les besoins du client évoluent en termes de couverture d'assurance, mais également en termes de services. Peut-être pour compléter ce que disait Romain, un bon souscripteur, finalement, c'est un peu ça la question, ou un souscripteur de 2019, on pourrait l'appeler comme ça. Quel que soit l'âge et quelle que soit finalement l'expérience, je pense que l'un des premiers items qu'elle devrait avoir en tête, c'est
Qu'est-ce que fait mon client? Alors, si c'est de l'individuel ou du particulier, enfin, et du collectif, à mon avis, c'est déjà très différent. Et surtout, comment est-ce que je peux adapter quelque chose qui est plus ou moins rigide? Moi, c'est ce que j'ai entendu, Romain, en termes d'organisation, en termes de masse, en termes de production, que ce soit des avenants, des contrats. Ça peut mettre 1 an et demi à arriver, hein. Enfin, je ne cite aucune entreprise d'assurance, bien évidemment, mais ça peut être vraiment long. Donc, comment est-ce que finalement, moi, avec ces contraintes qui sont les miennes de ma structure, je peux faire en sorte que je réponde aux besoins de mon client? Un client commun avec un courtier ou pas, peu importe. L'avantage pour la France, c'est que le grand risque est courté. Donc ça, c'est réglé. En Angleterre, c'est pas pareil. Mais en France, les grandes entreprises sont toutes avec un courtier, toutes. Donc voilà. Ça donne déjà le panorama du souscripteur entreprise. Et l'étape suivante, c'est comment est-ce que je peux effectivement, le plus possible, avec mes contraintes réglementaires, qui sont pas très lourdes sur la partie internationale, à la différence des collectifs France, par exemple, répondre à son besoin et faire en sorte que le client soit content, avec mes contraintes également techniques et locales. Moi, j'avais rajouté aussi en préparant effectivement les services, mais aussi le reporting. Je pense que dans le métier de souscripteur, surtout dans des compagnies d'assurance internationales, non françaises, avec des problématiques aujourd'hui de tarifs pour arriver à faire un bon ratio sinistre à prime, notamment en dommages, c'est pas facile de nos jours. Il y a des demandes de reporting qui sont de plus en plus importantes et ça fait partie du travail de souscripteur. Voilà, c'est nécessaire. Et les services, on peut le voir, je pense qu'on évolue de plus en plus, alors à la fois dans les grands risques, effectivement, ça peut être des partenariats avec des cabinets d'avocats pour aider un dirigeant dans le cadre de programmes de RC du mandataire du dirigeant, ça peut être des partenariats avec des sociétés qui font de la cartographie de risques, un peu sioux sur des risques un peu spécifiques, mais il y a beaucoup aussi d'innovation dans les assurances collectives. Là, on voit à la fois des services qui sont du B2B, qui sont à destination des DRH, et on voit une partie de services qui est du B2B2C à destination des salariés de ces entreprises, en santé collective, en prévoyance collective. Et là, il y a beaucoup d'innovations, et ce sont des sujets intéressants parce que le marché se transforme vraiment et bascule d'un accompagnement assurantiel qui est nécessaire, où la compagnie porte le risque forcément, à un accompagnement de plus en plus serviciel. Voilà. Dans les activités qui ont été citées tout à l'heure, vous parliez du suivi. Il y a donc 7 ans, on avait créé une sous-famille spécifique sur la surveillance et suivi du portefeuille. Est-ce que c'est une activité qui reste autonome et distincte, ou est-ce que ça fait partie du travail du métier de souscripteur aujourd'hui ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, chez nous, de plus en plus, les souscripteurs, effectivement, notamment sur les grands risques, sur les comptes importants, suivent effectivement leurs affaires. Et la surveillance, donc la sinistralité, en fait tout à fait partie. Ils sont partie prenante des renouvellements d'affaires. D'ailleurs, je considère que la vie du contrat est aussi importante dans on va dire dans la montée en compétence des souscripteurs. C'est-à-dire qu'un bon souscripteur, c'est important qu'il ait connaissance des sinistres, comment ça s'est passé, les natures, circonstances, justement, pour que ces sujets-là l'alertent sur les prochaines souscriptions. De la même manière, c'est important qu'il se rende bien compte des problématiques de gestion, par exemple, s'il y en a, lors des prochaines souscriptions, pour faire en sorte de rendre les choses plus faciles au départ. Donc je considère vraiment que le suivi du portefeuille, la surveillance, les renouvellements sont des moments importants pour le souscripteur aussi. Une échelle bien modeste, à l'époque où j'étais encore assureur, dans le domaine des flottes automobiles, je me souviens de côté indemnisation, d'interprétation de garanties qui pouvaient être différentes côté indemnisation par rapport aux souscripteurs, où bien évidemment chacun défendait son bout de droit, en expliquant côté indemnisation comme argument principal que le contrat fait la loi des parties et que le juge interprétera le contrat en fonction de l'intérêt du client, puisque c'est l'assureur qui a écrit le contrat. Donc c'est quelque chose qui effectivement est une difficulté si on n'a pas brisé les silos, en effet.
Exactement, et encore faut-il faire des retours d'expérience, c'est-à-dire que pour que les choses évoluent, si une clause par exemple est mal rédigée ou peut laisser prêter à certaines interprétations justement en cas de sinistre, c'est très important dans ce cas-là de le corriger. Donc du coup, casser les silos dont on parlait tout à l'heure, et en tout cas favoriser des échanges entre l'indemnisation et la souscription permet aussi de protéger son portefeuille, de sécuriser son portefeuille. Et puis, merci beaucoup. Je dirais aussi que la surveillance du portefeuille dans nos métiers de plus en plus réglementés, avec Solvabilité 2 derrière, c'est du contrôle de premier niveau, quelque part, la surveillance de portefeuille, avec une vision un peu plus large sur les branches souscrites, avant de faire du contrôle interne, avant de faire de l'audit interne. Contrôle de premier niveau, ça peut être aussi la surveillance du portefeuille. Donc c'est important. Une autre dimension, elle a été évoquée, mais on ne l'a pas forcément davantage détaillé que ça, c'est on a défini des compétences, alors des compétences techniques, on a parlé de compétences comportementales, relationnelles. Une petite phrase, alors en préparant cette conférence, je ne les ai pas cités, mais il faut quand même les remercier, c'est les représentants de l'association SIP, on l'a mis en bas de la diapositive, c'est l'association des souscripteurs internationaux de la place de Paris, dont l'adresse juridique d'ailleurs se situe ici même, au 26 boulevard Haussmann. Donc c'est vraiment c'est l'association qui représente l'ensemble des souscripteurs dans toute leur diversité. Et dans la phase préparatoire, on a eu la chance de rencontrer à la fois sa présidente et vice-présidente. C'est extrêmement intéressant les échanges qu'on a pu avoir avec elle. Et il y avait notamment ce fait que ce que l'on prenait de plus en plus en compte dans l'évolution du métier, c'était la posture. C'est à la fois la maîtrise d'une compétence, bien évidemment, mais c'est aussi la manière de. C'est pas tant le quoi que le comment. Le quoi demeure et est toujours aussi important, il se renforce, quel que soit le métier d'ailleurs, il n'y a pas que les métiers de la souscription où à l'ère du digital, il faut être de plus en plus fort sur ces techniques, mais il y a de plus en plus la manière de faire son métier avec le sourire, avec aisance et facilité, avec empathie, avec des équipes pluridisciplinaires. C'est quelque chose qui change quand même radicalement, enfin, me semble-t-il, vous me le confirmerez ou pas, mais je pense que oui, qui change le profil du souscripteur. Donc, qu'en est-il de l'importance, les postures, les rôles désormais attendus de la part des souscripteurs ? Alors, ok, je prends la question. Effectivement, c'est très clair. En termes on va dire, d'attendu comportemental, relationnel, effectivement, le souscripteur aujourd'hui, tu parlais de couteau suisse, c'est un peu ça, parce qu'effectivement, la base technique reste forte, je l'ai dit, et je pense que c'est très important, il ne faut surtout pas l'oublier. Par contre, je n'ai pas envie non plus d'opposer la technique aux fameux soft skills, en anglais, donc c'est toute la partie relationnelle, comportementale. Elles sont essentielles, mais pour moi, les soft skills permettent simplement de mettre en avant, de souligner le besoin de maîtrise technique et qui reste présent. Alors c'est vrai qu'un souscripteur qui n'a pas la bonne posture, qui n'est pas à l'écoute, qui n'est pas curieux, aura du mal à exercer son métier, en tout cas à progresser, et il lui manque une dimension importante, c'est clair. Alors je pense que le côté humain est indispensable dans l'affaire. Si vous n'êtes pas ouvert et si vous n'écoutez pas, il y a aussi de l'empathie dans ce métier, me semble-t-il beaucoup, et qui est une clé de réussite indispensable. Romain parlait de curiosité aussi, c'est qu'on entend rarement ce mot-là quand on essaie de décrire un métier ou une compétence. Enfin, peut-être je fréquente trop les RH, peut-être que c'est ça. On parle beaucoup de curiosité pour bien faire son métier, être curieux de l'autre. Mais oui, comprendre ce dont il s'agit et pas plaquer quelque chose de préétabli sur une situation. Mais c'est finalement un peu difficile, surtout au début, parce que c'est rassurant d'avoir un cadre et de se dire qu'on va l'appliquer et puis que finalement il a été expérimenté et qu'on ne se pose pas trop de questions. Je pense que ça vient aussi avec la maturité, avec l'expérience, etc., etc. Je pense que c'est peut-être une deuxième étape ou quelqu'un qui s'en sentirait plus à l'aise. Oui, je pense que ce côté humain est indispensable.
Alors effectivement, les compétences qui sont la vie au bureau, hein, ça pourrait être exprimé comme ça, mais je crois profondément une empathie humaine, une écoute, une envie de... Les gens qui finalement n'ont pas très envie d'être à l'écoute sur une problématique, je pense que c'est un peu compliqué, oui. Je peux vous faire un petit medley de ce que nous demandent nos clients. Bon, ils nous disent, bon, la base du métier, c'est le bagage technique, mais cela ne suffit plus. Il faut des capacités de développement d'un portefeuille dans le respect des résultats techniques, bien évidemment. Et après, on embraye assez rapidement sur tout ce qui est négociation. Donc, être capable d'être organisé, d'être rigoureux, certes, mais des bonnes qualités de négociation. Être un bon communicant. Et après, on arrive sur le collectif. Donc, travailler en mode fonctionnel, avec un esprit collégial, le sens du partage, l'esprit d'équipe, le sens de l'entreprise, être ouvert, effectivement, être curieux, être collaboratif, et avoir aussi l'esprit d'initiative. Il y a de quoi faire. Et comment on acquiert tout ça? Comment est-ce qu'on devient souscripteur? C'est quoi la voie royale, s'il y en a une? Alors moi, je dirais, de manière peut-être un peu catégorique, je ne pense pas qu'il y ait de voie royale pour être souscripteur. Moi, quand je regarde mes équipes, j'ai une variété de profils très importante, avec des formations initiales qui vont du droit, école de commerce, école d'ingénieur, bien sûr les écoles spécialisées en assurance. Et effectivement, justement, je pense que ce qui fait la richesse, finalement, d'une équipe, c'est cette diversité de profils. Donc, je n'ai pas envie de dire qu'il y a une voie royale. Par contre, effectivement, il y a des qualités absolument nécessaires. La curiosité, l'envie d'apprendre, ce sont des métiers, effectivement, où on n'a jamais fini d'apprendre, jamais fini d'apprendre. Et un élément important aussi, que je rappelle parfois à certains nouveaux collaborateurs, parce que quand on devient souscripteur, être souscripteur confirmé, ça prend du temps. Et il faut quand même se le dire, on n'est pas un souscripteur expert, autonome, comme ça. Alors c'est très bien d'être curieux, etc., mais l'expérience compte dans ce métier, vraiment. D'ailleurs, on dit, voilà, celui-là, il a du métier, parce qu'effectivement, il faut avoir un peu de recul sur les situations, il faut avoir vécu des cas de figure parfois différents. Je retiens aussi ce qui a été dit tout à l'heure, on encourage beaucoup nos souscripteurs, juniors comme plus seniors, à échanger entre eux, parce que je pense que un bon moyen pour progresser, c'est bien l'échange avec ses pairs. Donc, la souscription, je dirais plutôt pas de voie royale, par contre, un état d'esprit qui permet de progresser au fil du temps. Puis pour compléter ce que dit Romain, une appétence, une vraie envie. Je crois que ça ne se décide pas. Hein. Vous pouvez faire tout et n'importe quoi, mais si vous n'avez pas l'envie, il ne se passera pas grand-chose. Je crois que c'est vraiment là aussi le moteur principal de ce métier, ainsi que les autres. Après, vous avez le droit de vous tromper et que ça ne corresponde pas exactement à ce que vous aviez en tête. Mais je crois que s'il n'y a pas l'envie, ça se ressent de part et d'autre. Puis finalement, voilà, c'est moins bien que ce que ça aurait pu être. Peut-être pour ajouter un petit point, je pense qu'il y a 10 ans à peu près, on pouvait commencer sa carrière dans le courtage, puis passer dans un deuxième temps en souscription en compagnie d'assurance, voire ensuite passer côté risk management si on prend les grands risques d'entreprise. Aujourd'hui, les trois se nourrissent l'un l'autre et je pense que c'est important. On peut commencer en compagnie, partir dans le courtage, revenir en compagnie, passer côté client. Et ça, je pense que c'est un vrai plus, cette porosité dans le triangle d'or avec le client au milieu quelque part. Ce qui est amusant, c'est que j'avais assisté une fois à une réunion de l'ASIP, donc une présentation publique. Effectivement, dans les membres de l'ASIP, on avait des profils radicalement différents, donc effectivement des courtiers, des souscripteurs, dans des domaines, dans des branches radicalement différentes. Et parmi les choses qui m'avaient frappé au cours d'une discussion, il y a un des souscripteurs qui disait « Mais lorsque j'appose ma signature en bas d'un contrat au nom de ma compagnie, finalement, je m'engage à mettre 300 millions d'euros sur la table. » C'est-à-dire qu'on a fait un point sur l'étendue de notre couverture par rapport à un sinistre maximum possible. On a déterminé que l'engagement de la compagnie pourrait aller jusqu'à 300 millions d'euros dans l'exemple. Et donc ma signature, c'est ce qu'elle pèse. Et donc c'est cette responsabilité-là
que le souscripteur engage derrière. Avec derrière, ça veut dire aussi du point de vue du client, et le mot a été cité, prononcé aussi à plusieurs fois, c'est le terme de confiance. On a insisté sur le fait que derrière la marque porteuse du risque juridiquement, il y a aussi une relation interpersonnelle entre un client, un risk manager et puis un souscripteur qui porte l'image de sa compagnie et qui la porte par rapport aux intérêts financiers, économiques, moraux, sociaux qu'il engage par sa signature. Et c'est quand même rare les métiers où on a cette responsabilité aussi poussée loin dans le quotidien. Nous, on n'a pas ça, par exemple, à l'Observatoire. C'est moins engageant. Peut-être un dernier point ou avant-dernier point. On a parlé d'un certain nombre d'autres métiers également qui gravitaient autour de celui souscripteur ou qui permettaient, dans une logique d'équipe, dans une logique collective, ce terme-là aussi a été abondamment cité. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis sur l'environnement, les autres métiers qui contribuent finalement à l'activité de souscription? Il n'y a pas d'ordre. Okay. Les autres métiers autour, je crois qu'on les a dit en amont, tout ce qui est prévention, gestion, cartographie des risques. Ça peut être aussi la tarification, parce qu'en assurance collective, elle peut être quand même beaucoup plus actuarielle aussi, sur des grands programmes de santé collective. La gestion, main dans la main, et en aval, la gestion de sinistres. Et de plus en plus, c'était en pointillé, maintenant c'est quand même des lignes importantes. Il y a des directions commerciales dans les compagnies, avec des fois un petit silo encore avec ceux qui sont courtiers-centriques et les autres qui sont client-centriques, avec un directeur commercial qui pilote les deux équipes. Ça, effectivement, ces équipes, elles ont fleuri depuis 5-7 ans. Avec des charrettes de clientèle qui viennent du courtage, qui ont pris ce type de mission, ou aussi des souscripteurs. Et il y a encore un troisième exemple. On a des organisations en termes de compagnie où vous avez des souscripteurs qui pilotent en transversal, qui ont la relation sur 3 comptes clés, par exemple. Ça enrichit aussi le métier de souscripteur. On ne l'a pas dit, celui-là. Je ne sais pas si vous avez ça au MMA. Si. Alors, effectivement, c'est forcément très vaste. La plupart ont été cités, gestion, indemnisation. Les chargés de clientèle grand compte, effectivement, on en a aussi au MMA. On a des inspecteurs commerciaux qui s'occupent de cabinets de courtage. Donc là aussi, la relation entre un souscripteur qui a parfois une vision de sa branche d'assurance peut être éclairée justement par l'œil d'un inspecteur qui, lui, a la vision globale plus effectivement client, multibranche. Donc ça, c'est important. Après, on a quelques fonctions aussi que les courtiers ou clients ne voient pas forcément. Je parlais tout à l'heure de la direction technique. C'est clairement aujourd'hui des parties prenantes aussi dans l'acte de souscription. Ils font partie de l'équipe aujourd'hui pour souscrire un risque. On a parlé rapidement de la réassurance dans certaines compagnies, c'est le cas chez MMA, mais ailleurs aussi, chez Covea en tout cas. On a clairement des équipes dédiées à la réassurance interne, à la fois pour les traités, mais également pour les FAC, les réassurances facultatives, ponctuelles sur certains dossiers. Donc là aussi, ce sont autant d'interlocuteurs qui concourent à la même chose finalement, la souscription. Alors, dans les cabinets de courtage d'assurance, c'est pas exactement comme ça, même si on est un gros cabinet maintenant. C'est peut-être un petit peu plus souple, enfin j'en sais rien. L'approche est centralisée par un commercial chez nous sur la souscription, en interaction bien évidemment avec l'assureur. Et peut-être que ce qui ferait un peu sens, je pense à la question que tu nous avais posée sur le service. C'est vrai que chez nous, on est très basé sur le service. On essaie d'être un peu dans l'anticipation un petit peu des besoins du client, comme le wellness, enfin des choses un peu pas classiques, mais qui sont présentes de plus en plus. Et c'est vrai qu'il peut y avoir également le technico-commercial chez nous qui pourrait aider à la prise de décision et en tout cas à l'éclairage spécifique sur cette souscription. Oui.
On est peut-être passé assez rapidement sur ce point-là tout à l'heure où on l'avait en filigrane. L'avenir du métier de souscripteur. Tout à l'heure, je crois que c'est toi qui disais, Franck, voilà, le client, il n'a pas envie de discuter avec une blockchain ou un chatbot, avec une technologie X ou Y, quelle que soit sa performance dans un monde absolu, mais plutôt de s'inscrire dans une relation de confiance avec une personne, une vraie, humaine, en chair et en os. L'avenir du métier de souscripteur, finalement, il est bien évidemment impacté par la digitalisation, alors de nos métiers et puis du monde en général. Mais comment est-ce que vous le voyez évoluer dans les années à venir ? Alors, je pense que c'est un métier profondément humain, j'en ai parlé tout à l'heure. Et je pense que qui dit humain dit également relationnel. Qui dit relationnel dit également réseau, hein, un réseau que vous établissez au fur et à mesure de votre carrière avec des clients qui vous connaissent, qui comprennent comment vous fonctionnez et qui ont envie ou pas de vous avoir et d'être en lien avec vous. Je pense que ça, cette dimension-là, en tout cas sur la partie collective, c'est-à-dire entreprise, vous ne l'enlèverez pas. Sur la partie individuelle, c'est un petit peu différent. Vous avez des gens qui sont à la recherche du prix majoritairement. Donc c'est quand même un peu différent. C'est-à-dire que les comparateurs, et là aussi j'ai rien contre, il faut que les gens en général qui ne comprennent pas toujours ce qu'ils comparent, en l'occurrence des poireaux et des carottes, hein, alors ils vous disent que c'est pas très cher, mais c'est pas du tout, ça correspond pas du tout aux mêmes garanties. Donc ce public-là, je pense qu'ils sont plutôt, c'est de la masse, ils sont plutôt à la recherche d'un prix, d'un tarif, sans bien comprendre ce que le contrat propose en termes de garantie. C'est plutôt une vision que j'ai comme ça. Sur la partie entreprise, c'est un peu différent, mais je pense que fondamentalement, c'est un métier où vous établissez un lien fort avec votre client et qui vous permettra de garder ce lien, et même si vous changez de structure ou d'entreprise, qui parfois vous demande, enfin, souhaite que ce soit vous, l'interlocutrice ou l'interlocuteur, et personne d'autre. Hein. Et dans le courtage, c'est assez classique. Moi, pour répondre à un petit point sur la digitalisation, je pense que c'est aussi une politique de petits pas. On va commencer d'abord par faire du zéro papier. On ne va pas complètement ouvrir la boîte de Pandore ensuite. Mais je pense que sur des cas très spécifiques, il y a une partie des risques qui peuvent se digitaliser où on peut faire de l'intelligence artificielle. Pour donner deux exemples complètement différents, est-ce que demain on peut suivre des troupeaux en leur mettant des puces sur des hauts plateaux pour savoir où ils bougent, là où ils vont manger, là où ils vont boire, ce qu'ils font pour prévenir les pandémies? C'est le genre de choses qu'on peut faire aujourd'hui sur un risque qui peut être un sinistre d'intensité, aussi un sinistre de fréquence quand on a une pandémie sur tout un troupeau. Ça peut être ça. La digitalisation aussi du métier et l'intelligence artificielle aussi qu'on peut mettre sur certains outils, ça peut être aussi demain en santé collective ou en prévoyance collective. On suit la vie des seniors avec un petit boîtier. On peut se rendre compte si pendant la nuit ils vont tomber, par exemple. On peut se rendre compte de combien de fois ils ouvrent leur frigo pendant la nuit. Ça veut dire qu'ils sont peut-être en train de se lever 4 fois, 5 fois par nuit. Ça veut dire qu'ils sont en train d'avoir de développer peut-être une certaine typologie de maladie. On peut faire plein de choses dans le domaine des services. Je pense que c'est par étapes. Je pense que le métier ne va pas être révolutionné en un coup de baguette magique par l'intelligence artificielle, mais je pense que sur des risques très précis, on peut faire des merveilles. Voilà. Oui, je partage effectivement. Donc, digitalisation, on a parlé de plein de choses tout à l'heure, du CRM, effectivement, qui ont des impacts sur les sociétés d'assurance, parce qu'effectivement, dans l'organisation, dans la façon de travailler, au-delà de l'organisation, ça facilite les échanges. Aujourd'hui, le rôle de la donnée est essentiel pour les assureurs. On n'en a pas trop parlé, mais ça aussi en lien direct avec la digitalisation. On a de plus en plus besoin de données. Les souscripteurs, d'ailleurs, tu parlais de reporting, mais c'est vrai, utilisent de plus en plus les données pour deux raisons. La première, c'est d'abord pour offrir une offre personnalisée pour les clients. Donc la donnée nous permet d'être justement plus proche des attentes des clients. Et le deuxième, c'est aussi un intérêt clairement interne pour mesurer, effectivement, avoir des données exploitables pour modifier les politiques de souscription, sécuriser le portefeuille. Donc les compagnies ont vraiment un intérêt aussi à investir dans la donnée, utiliser cette donnée, la valoriser pour le client, pour personnaliser effectivement les offres.
Je cite par exemple un exemple sur le dommage aux biens. Aujourd'hui, on demande de plus en plus les coordonnées GPS de chacun des sites assurés. Alors, ce n'est pas pour embêter les clients, hein, c'est simplement pour nous, derrière, de pouvoir analyser l'exposition de la manière la plus précise possible pour proposer une couverture d'assurance qui corresponde réellement à l'exposition du risque du client. Et par là même, cela nous sécurise aussi parce que ça nous permet de faire des calculs de nos cumuls, par exemple, qui sont très importants. Donc on a un exemple ici où la digitalisation permet effectivement à la fois de sécuriser son portefeuille et ses résultats, mais également d'apporter un service à son client. Et juste pour conclure sur le point qui a été évoqué tout à l'heure, l'humain ne disparaîtra pas, notamment pour les risques les plus complexes, les plus importants. Il y aura toujours des contacts directs avec les clients. J'ai parlé tout à l'heure de relations de confiance, intuitu personae, c'est très important, y compris d'ailleurs entre un souscripteur et l'intermédiaire. Cette relation, elle se construit dans le temps, parfois même elle se construit au-delà des compagnies d'assurance, c'est-à-dire qu'un courtier, par exemple, aime travailler avec madame une telle parce que effectivement, ils savent comment ils travaillent ensemble, ils ont confiance l'un l'autre, et quand madame va quitter la compagnie d'assurance A pour aller dans la compagnie d'assurance B, l'intermédiaire continuera à travailler avec cette personne-là. Donc on voit bien que cette relation-là reste déterminante et très forte, et elle ne va pas disparaître demain. Qu'on arrive au terme de cette table ronde. Avant de proposer à la salle donc de vous poser quelques questions tant qu'on est là, est-ce que vous avez un dernier point conclusif à nous proposer qui, par exemple, je sais pas, nous expliquer ou nous dire en une phrase pourquoi c'est le plus beau métier du monde, de sorte que finalement, on est des étudiants qui vont visionner sur les réseaux sociaux la vidéo de cette table ronde aient envie de venir d'une part à l'assurance et vers ce métier qui est à la fois technique et, comme je le disais, en liminaire emblématique de la profession. Moi, je dirais déjà que le secteur de l'assurance, c'est le plus beau secteur de l'univers, déjà. La gestion des risques aussi. Et au-delà. Et au-delà, c'est ça. Exactement. L'univers est en expansion, tout va bien. Et puis moi, je crois qu'il est à la croisée des chemins, donc de toutes les possibilités. J'ai plutôt un esprit optimiste, donc c'est à chaque souscripteur de faire sa route dans cet univers, quelque part. Voilà. Oui, c'est clairement un métier passionnant que je connais bien. J'étais souscripteur longtemps. C'est un métier passionnant parce qu'il combine effectivement les éléments techniques, une approche technique intéressante sur lequel on n'a jamais fini d'apprendre, et également tout le volet relationnel, parce que le souscripteur est en contact avec énormément de monde, à la fois en externe, je pense aux intermédiaires, aux clients, et en interne, c'est quelque part aussi un chef d'orchestre interne de la compagnie. Donc c'est un métier passionnant, complet, riche, et par-dessus tout, c'est un métier effectivement sur lequel on n'a jamais fini d'apprendre. C'est un métier qui évolue sans cesse. Alors bien sûr, on a les évolutions réglementaires qui ont un impact, mais surtout, les activités et les risques de nos clients évoluent. Et donc à partir de là, le métier est juste top. Alors, beaucoup de choses ont été dites. C'est vrai qu'il y a également cette dimension internationale qu'on a un peu évoquée, qui est finalement un souffle supplémentaire qui permet de se décentrer du franco-français et qui permet aussi d'aller voir autre chose, voir ailleurs comment ça fonctionne, sur des types de risques qui ne sont pas hexagonaux. Et je crois que ça aussi, c'est une approche aussi également extrêmement intéressante, parce que ça permet vraiment de se décentrer de ce qu'on, même d'un point de vue culturel, de ce qu'on connaît, et d'aller voir un peu autre chose ailleurs. Et cet ailleurs, il n'est pas forcément qu'intéressant, il est différent, mais il peut être aussi extrêmement riche et savoureux. Merci. Est-ce que dans la salle, il y aurait des questions à poser à nos experts ? Je vois des agitations, mais c'est plus pour faire du vent que pour poser des questions. Oui, une question là-bas. Alors, attendez, on va vous passer un micro. Oui, merci pour cette présentation très intéressante. J'ai une interrogation et peut-être une observation. L'interrogation, c'est, vous avez bien décrit l'évolution du marché qui demande de renforcer les services,
la prévention, etc. Vous l'avez rattaché au rôle du souscripteur. Je me demandais si ce n'était pas plutôt au niveau du commercial d'assembler ces choses-là, le souscripteur étant plus porté sur le risque et la prévention, etc., étant plus d'autres services de la compagnie ou de l'organisme. Mon observation, je suis totalement d'accord, et on est tous d'accord, sur la nécessité d'être client-centric. Je suis réservé sur la traduction qu'en font certains. Alors là, je vais un peu viser Franck. C'est-à-dire que je fais une nette différence entre être centré sur le client et répondre à la demande du client. Et je pense que d'ailleurs, la DDA va dans ce sens, c'est-à-dire que la DDA exige des assureurs ou de leurs représentants de s'assurer que ce qui est proposé correspond bien aux besoins. Et le besoin, je crois qu'il y a une différence avec éventuellement la demande. D'abord parce que le client ne sait pas toujours bien formuler son besoin. Et la deuxième chose, c'est qu'une compagnie peut avoir une expertise, par exemple dans l'articulation avec la gestion, de bonnes pratiques, de choses très intéressantes à faire, très en profondeur dans les relations entre les services administratifs du client, les services RH par exemple, et ses propres outils de gestion. Et donc il s'agit non plus dans ces cas-là de répondre à une demande, mais d'aller beaucoup plus loin dans la conception d'une ingénierie profitable aux deux. Merci. Je pense qu'on est assez d'accord sur l'expression d'un besoin d'un client qui ne correspond pas toujours à ce qu'il leur faut, a priori. Ça je valide complètement. C'est, à mon avis, le métier, et c'est ce qui fait l'intérêt de ce métier, d'ajuster, d'affiner, de rendre possible avec des outils qui sont les nôtres, avec les assureurs qui sont à disposition. Après, chez nous, c'est le commercial, finalement, le souscripteur, parce qu'il a cette vision globale. La gestion fait remonter les informations de dysfonctionnement éventuels, mais celui qui négocie, ou celle, peu importe, celui qui négocie avec l'assureur et qui finalement se met à travailler de façon très concrète, c'est bien évidemment le commercial qui prend la main. Mais le commercial, il a une vision aussi assez globale chez nous. Enfin, chez nous, je pense chez les grands courtiers peut-être en général. À la différence, je crois, des entreprises d'assurance qui sont un petit peu plus parfois segmentées, parce qu'ils sont sur des pôles d'expertise. Et je pense que c'est ce qui fait que parfois on est un peu surpris de leur réaction. C'est-à-dire qu'on les trouve sympathiques, performants, intéressants, mais parfois un peu en dehors des réalités ou de certaines réalités. Et c'est vrai qu'on reprend la main en disant, bah voilà, c'est pas exactement ça le besoin, et on le reformule, et en tout cas, on y travaille et on y chemine ensemble. Et comme le disait Romain, c'est aussi le lien qui s'établit. Vous avez des gens avec qui il est plus facile et plus peut-être naturel de travailler, et d'autres où c'est plus un chemin de croix. Oui, avec une tendance peut-être générale qui nous était indiquée par donc les représentants de l'association SIP, qui nous disait que le métier de souscripteur se déplaçait vers intégrer davantage une dimension commerciale. Donc c'était une dimension qui était de plus en plus prégnante. Parfois, elle disait avec une once de regret, parfois au détriment de la technique. Mais comme le vide a horreur ou la nature a horreur du vide, plus exactement, au profit des gestionnaires, dont Michel parlait tout à l'heure dans la partie de présentation du baromètre, qui de fait récupèrent cette activité-là et rentrent dans l'équipe de souscription au sens large, sur des tâches préparatoires, plus techniques, avec donc un souscripteur qui, lui, déplace son activité vers peut-être davantage de commercial. Mais il y a une vraie complémentarité dans les équipes. Effectivement, ça répondait à la première partie de la remarque. En fait, tout dépend de qui est le point d'entrée de la demande. Parce que parfois, ça peut être le souscripteur. Et si le souscripteur, à ce moment-là, n'a pas forcément le bon niveau de réponse ou la bonne connaissance des prestations possibles, effectivement, on peut passer à côté d'une réponse client. Voilà. Moi, je voudrais juste
compléter, peut-être que c'est trop ma vision courtier, mais si pour moi un souscripteur n'est pas un commercial finalement dans l'approche, ça ne se passera pas bien. Enfin, aujourd'hui, les gens, et Vanessa l'évoquait, demandent de plus en plus de services, ne supportent plus d'attendre. On le voit tous. Hein. Moi, je conduis, vous aussi sûrement. On prend le métro, on voit comment les gens se comportent. Et c'est pas simplement que du Paris. Enfin, je veux dire qu'une région parisienne. Les gens veulent du servicing, ne supportent pas les annonces SNCF qui n'y arrivent pas. Je crois qu'il y a vraiment un vrai besoin. Et quelqu'un qui finalement serait, j'allais utiliser un terme, rigide, ça peut pas aller très très longtemps. Parce que ce sont des métiers finalement, voilà, on l'évoquait, de sommes d'argent, etc., où il y a fondamentalement du négoce. Donc ce négoce, il s'inscrit sur, allez, on va dire, une négociation, une envie de cheminer ensemble. Je suis peut-être un peu raide là, mais je vais essayer de faire des efforts. Et c'est un chemin commun. Quand il n'y a pas de chemin commun, en général, ça ne se passe pas bien. Et puis finalement, le courtier, il a, je trouve, cet avantage d'aller voir ailleurs, d'aller s'adresser à quelqu'un d'autre. Parce que la place, elle est large. Il y a Paris, mais il y a aussi parfois l'Europe qui permet d'avoir des solutions assurantielles, purement assurantielles, avec la LPS, avec des outils qu'on peut nous utiliser, mais on n'est pas les seuls, et qui nous permettent de trouver des solutions correspondant à un client spécifique, ou etc., etc. Voilà, moi je crois que c'est un élément incontournable, indispensable aujourd'hui. Merci. Une autre question ? On enchaîne. Merci à tous les trois.